Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. C'était une idée étrange, une idée promise à la critique, republier les œuvres antisémites de Céline. Pourquoi diable les éditions Gallimard ont-elles eu une telle idée? C'est le Superfail de la semaine. Le soulagement de Serge Klarsfeld, le président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, se félicite sur France Info de la décision de Gallimard. La célèbre maison d'édition suspend son projet de rééditer les pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline. Gilbert Chevalier. Au nom de ma liberté d'éditeur et de ma sensibilité à mon époque, je suspends ce projet. Antoine Gallimard ajoute dans son communiqué qu'il estime que les conditions méthodologiques et mémorielles ne sont pas réunies pour l'envisager sereinement. Les textes concernés ont été rédigés par l'auteur du Voyage au bout de la nuit entre 1937 et 1941. Ils devraient tomber dans le domaine public en 2031 et seront alors libres de droit. Gallimard souhaitait publier une édition critique de ces pamphlets sur la base d'un travail déjà réalisé au Canada. Ces pamphlets antisémites de Céline ne sont pas interdits en France, mais n'ont pas été réédités depuis la fin de la guerre. L'écrivain lui-même, puis sa veuve, s'y opposaient, mais on peut les trouver facilement sur Internet ou les acheter chez des bouquinistes. Anne Simonin, vous êtes historienne, chercheuse au CNRS. Vous avez notamment publié Le déshonneur de la République, une histoire de l'indignité aux éditions Grasset. Est-ce que selon vous, il fallait publier, republier les ouvrages antisémites de Céline? Non. C'était une mauvaise idée qui se termine par, à mon avis, une bonne solution. Alors, juste ce que je viens d'entendre sur la réédition, d'accord ? La réédition des pamphlets de Céline, elle a eu lieu, déjà, c'est dans une période un peu particulière, qui est le temps de l'occupation, puisque Bagatelle pour un massacre a été réédité en 42-43, L'école des cadavres a été réédité en 1941 et 1942, donc, si vous voulez, qu'on le veuille ou non. Moi, je suis historienne. Rééditer les pamphlets de Céline, c'est un geste qui est une reprise, qui est une réédition. Et donc, on refait, en quelque sorte, on referait en 2017 ce qui s'est fait pendant la guerre au temps de l'occupation. On le referait au nom d'une vision élargie de la littérature qui consiste à penser que le génie littéraire de Céline impose de connaître l'ensemble de son œuvre. Moi, il y a juste une chose qui me dérange dans ce raisonnement, c'est pas du tout que je mette en doute le génie littéraire de Céline, c'est que Céline lui-même a décidé qu'il ne voulait pas que ses textes soient republiés. Pourquoi ne voulait-il pas ? Parce qu'il a toujours dit que c'est la chose qui lui avait apporté le plus d'ennui, pour des raisons tout à fait... donc c'était Courage Fillon. Bien sûr, c'était Courage Fillon. Et c'était Courage Fillon... Et il les reniait pas, ces bouquins? Il n'a jamais, à ma connaissance, renié les textes qu'il avait écrits. Et simplement, c'était quelque chose qui disait, c'était en gros les textes qui lui avaient apporté le plus d'ennui. Donc il savait très bien, et il ne pouvait pas aussi le faire, pour une raison assez simple, en 1945, c'est qu'il y avait une chose qui fonctionnait et qu'on a un peu oubliée, qui est l'indignité nationale. C'est-à-dire que rééditer, il n'y a pas un éditeur qui se serait permis en 1945 de rééditer les pamphlets de Céline pour une raison très simple, c'est que c'était un crime. Et que l'indignité nationale, je le rappelle, était donc cette peine privative de droit civique qui considérait comme un crime, et on peut citer le texte de la loi, le fait d'avoir donc produit des articles, des écrits, des conférences qui favorisaient le racisme. Donc si vous voulez, c'est pas Céline qui, en 1945, en quelque sorte de son propre chef, d'auteur libre et surplombant le débat, dit qu'il ne veut pas que ce soit réédité. C'est que s'il fait ça, il est passible d'indignité nationale. J'ai un extrait de Bagatelle pour un massacre, parce qu'il faut aussi rappeler aux auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de lire cette prose que l'antisémitisme de ce bouquin, il est plus qu'évident. Je lis cet extrait. « Le juif nous crucifiera pour venger son prépuce, c'est écrit, c'est gai, toute campagne anti-youtre justifie par réplique immédiate le rassemblement de 1000 congrès encore plus surchauffés de revendications juives, dégoulinant de fiévreuses pleurnicheries juives, l'envol de 100 000 autres pétitions, enfin tout le hurlement sarabande, empapaoutage, terriblement tous les jeux d'orgue sursoufflés de l'éternelle jérémiade juive. » Et ça continue sur des pages et des pages. C'est ce style-là sur
400 pages, Anne Simonin. Oui, mais moi, c'est pas une question de style, c'est que de toute façon, ces écrits sont illégaux dans la République. Et republier les pamphlets de Céline, moi, je veux pas rentrer dans une évaluation, est-ce que c'est de la grande littérature ou c'est pas de la grande littérature? Je suis quelqu'un de beaucoup plus bête que ça. Je pense que c'est illégal et que dans le cadre du droit positif, qui est la loi Pleven actuelle, c'est purement et simplement une incitation à la haine raciale. Ah, moi, je voulais pas du tout rentrer dans une discussion pour savoir si c'était de la bonne ou de la mauvaise littérature. Voilà. Là, c'est vraiment... Non, j'ai lu un extrait juste pour que, au moins, il y a quelque chose qui est hors de propos de mon point de vue. Peut-être que... Enfin, je pense que vous serez d'accord, mais il y a quelque chose qui est hors de propos de mon point de vue, c'est qu'on discute la nature antisémite de ce texte. Ah, mais bien entendu. Mais le fait, si vous voulez, qu'on puisse trouver à l'antisémitisme, non pas des vertus, parce que je ne crois pas une seule seconde que les gens qui défendent la réédition des textes soient des antisémites déguisés. Mais je pense que le débat est mal posé. Ça n'est pas une affaire de littérature, c'est une affaire de droit. Et c'est pour ça que je pense que la réaction de Maître Klarsfeld, en disant si jamais ces textes ressortent, je fais saisir, donc je demande à référer et je saisis l'édition, me paraît être la bonne édition. C'est-à-dire que dans le cadre, les écrits antisémites de cette violence en particulier, c'est une atteinte à l'ordre public républicain. Mais alors, je vais quand même vous embêter parce que Mein Kampf est republié aux éditions latines. J'en ai un exemplaire. Il y a un petit fascicule vert à l'intérieur du bouquin qui explique pourquoi ce livre a eu un statut historique particulier. Pourquoi on ne ferait pas la même chose ? Ah bah ça, c'est une excellente question. Alors, c'est un peu différent. Mein Kampf a toujours été, la première traduction de Mein Kampf est publiée par Fernand Sorleau. Et elle est publiée dès 1938-1939 dans le cadre d'une drôle d'alliance entre Fernand Sorleau, qui est un éditeur plutôt très marqué à droite, et la LICRA. Et c'est peut-être une des premières fois où la France n'a pas été trop en retard et Sorleau a sorti intégralement l'édition donc de Mein Kampf. Il a jamais payé ses droits à Hitler, ce qui fait que lorsque, après la défaite de la France et l'occupation par les nazis, des gens délégués par Hitler, qui étaient des SS, sont venus chez Sorleau pour lui demander de dire non, attendez, vous devez des droits au Führer. Et Sorleau, qui d'ailleurs l'utilisera pour se dédouaner de ce qu'il a fait pendant la guerre à la Libération, quand il passera en indignité nationale devant une des chambres civiques de la Seine, dira que il a fait un acte de résistance, il a publié Mein Kampf et il n'a jamais payé ses droits à Hitler, ce qui est vrai. Là pour le coup, mais c'était pas du tout, à mon avis, dans le cadre d'une quelconque résistance. Donc, les nouvelles éditions latines ayant succédé aux éditions Sorleau, si vous voulez, ils ont continué à exploiter un titre qui a permis le financement de toute une partie de la production d'extrême droite depuis les années 40 en France. Alors, moi, je veux bien que ces questions-là ne soient jamais posées, mais si vous voulez, ça a été en quelque sorte le trésor de guerre qui a permis de financer, puisque Sorleau avait en quelque sorte un monopole qui est passé aux éditions latines. Bon, je continue à vous embêter. Alors, dans ce cas-là, Allons-y. si par exemple, on crée une maison d'édition, vous et moi, une maison d'édition neutre qui publie Mein Kampf, toute une série de textes abominables comme ça, et qu'on s'engage, j'en sais rien, à verser les bénéfices de ces ventes à des organisations caritatives. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, non, je ne peux pas être d'accord avec ça pour une raison très simple, c'est que ce que vous me demandez de faire en imaginant qu'on puisse créer une structure d'édition qui republie des textes appelant à la haine raciale est illégal dans la République. Voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même revenir à des fondamentaux. Ces fondamentaux, c'est la Révolution française et c'est le moment, si vous voulez pour moi, où, sur une proposition de Stanislas de Clermont-Tonnerre, les Juifs ont conquis les droits de citoyenneté, mais avec eux, le bourreau et les comédiens. C'est-à-dire ce moment, si vous voulez, où quand, d'une certaine façon, on reconnaît la citoyenneté aux Juifs, on défend une vision inclusive de la citoyenneté républicaine, ou révolutionnaire, comme vous voudrez, et avec cette chose qui fait que les Juifs, c'est plus que les Juifs dans la République, d'une certaine façon. Ça a été toujours une façon de donner davantage de droits et de définir une citoyenneté plus large. Je continue toujours à vous embêter, Oui. Anne Simonin. Continue. C'est très bien ce que vous me racontez, mais aujourd'hui, le texte, je l'ai sur Internet. D'ailleurs, l'extrait que j'ai lu, c'est pas parce que j'ai le bouquin de Bagatelle pour un massacre, je l'ai trouvé en 1 minute sur Internet et je l'ai en PDF. Alors, à quoi ça sert de s'embêter à interdire des publications ? Parce que ce que j'ai sur Internet, là, pour le coup, il n'y a pas de notice, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'appareil critique. Dites-moi, vous comprenez moins bien
quand vous lisez ce que vous êtes en train de lire, vous rendez compte que c'est un texte antisémite, sans notice, sans appareil critique et sans notes. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est évident. Voilà. Et la chose, c'est, moi je vous répondrai ce que je crois Tiffaine Samoyo a dit, moi je commence pas à lire un livre par les notes en bas de page. Si vous voulez les livres sur Internet, vous pouvez faire les commander et les rééditer à la demande. Et je peux vous donner les tarifs parce qu'ils sont sur Price Minister. Donc vous pouvez même avoir le livre. Donc si vous voulez, je ne comprends pas pourquoi un appareil critique viendrait se surajouter au texte et à quoi ça nous sert en la matière. La suite de l'affaire Tintin au Congo. Le procès civil a débuté ce vendredi matin à Bruxelles. Il y a 4 ans, cet étudiant congolais dépose une plainte pour racisme et xénophobie. Il veut que l'album d'Hergé soit retiré des ventes. Trop de propos racistes selon lui dans la célèbre BD. Quand on voit des choses comme ça, on ne peut plus les accepter aujourd'hui en plein 21e siècle. On ne peut plus laisser passer des choses comme on laissait passer avant. Je pense qu'aujourd'hui, mon expérience personnelle m'a convaincu qu'on ne peut plus tolérer même un brin d'acte ou de comportement raciste. Il faut lutter contre ça pour que la société soit en paix. Les défenseurs, eux, plaident la liberté d'expression. Et pour les éditeurs de la BD, c'est un peu l'incompréhension. C'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire que demain, on va demander l'interdiction de Dickens pour ses œuvres qui contiennent des passages antisémites, Mark Twain, la Bible. Tintin au Congo est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires chaque année. Cette polémique autour de l'œuvre d'Hergé n'est pas nouvelle. Reste que le tour juridique qu'a pris l'affaire est une première en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'on commence à revisiter un certain nombre de textes? Alors ça va de Tintin au Congo au Shylock de Shakespeare, qui a une représentation antisémite. Est-ce que dans ce cas-là, on risque pas, Anne Simonin, de revisiter le passé au vu de nos critères actuels et de dire, voilà, tel bouquin maintenant est raciste? Non, ça, je crois que c'est vraiment des choses fantasmatiques qui viennent se greffer sur une vision fantasmée de ce qu'est la liberté d'expression. Et là encore, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment clair. La liberté d'expression, ça n'a jamais été la liberté de tout dire. Et Stanley Fish, qui est un juriste américain un peu provocateur, disait « La liberté d'expression n'existe pas, Dieu merci ». Et la liberté d'expression, régie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est, et je cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Donc, à partir du moment où tout écrit incitant à la haine raciale est fondamentalement interdit par la loi, je ne vois pas pourquoi il faut aller au-delà et penser pouvoir rééditer les pamphlets de Céline, quelles que soient d'ailleurs les conditions émotionnelles ou mémorielles qui soient réunies pour ce faire. Pourquoi Gallimard, selon vous, Anne Simonin, s'est lancée dans une telle entreprise alors qu'on était à peu près certain quand même qu'elle ferait polémique? Écoutez, moi j'ai simplement, j'ai pas d'informations particulières à ce sujet. Ce que je sais, c'est pour avoir lu que Maître Gibault, qui était donc un très proche de la famille Céline, était favorable à cette réédition et que c'est à la suite de la réédition des Décombres de Rebatté, qui est l'autre best-seller antisémite de l'occupation. Alors ça a été publié dans un dossier, mais d'ailleurs oui, tiens, pourquoi a-t-on eu le droit de republier les Décombres? Parce que et je pense que c'est parti, là pour le coup, les Décombres ont fait beaucoup moins polémique que Céline, mais posaient, à mon avis, à peu près exactement le même genre de problème, mais pareil, édition scientifique. Donc, on a ressorti les Décombres de Rebatté, qui avaient d'ailleurs déjà été republiés dans les années, je crois que c'est en 76 ou en 78, par Jean-Jacques Pauvert, mais Pauvert les avait expurgés. Donc là, on avait quand même un vrai problème, c'est-à-dire que le texte de Lucien Rebatté n'était pas du tout celui qui avait été, il était beaucoup moins antisémite d'une certaine façon, mais donc il y avait bien un enjeu légal, c'est-à-dire à ce moment-là, mais là, il y a eu une espèce de tolérance par rapport à une édition scientifique, et donc les Décombres sont passés. Et à partir du moment où les Décombres sont passés, comme si Lucien Rebatté était une sorte d'éclaireur, porteur d'une torche antisémite qu'on allait pouvoir rallumer, eh bien, on s'est dit qu'il n'y avait pas de souci, on pouvait reprendre les pamphlets de Céline. Et alors Gallimard, donc c'est uniquement des histoires de sous? J'en sais rien, il faut que vous posiez la question à Antoine Gallimard. Pour l'instant, en tout cas, il ne republiera pas les pamphlets de Céline. Merci beaucoup Anne Simonin. Je rappelle que vous êtes historienne, chercheuse au CNRS et vous avez notamment publié Le déshonneur de la République, une histoire de l'indignité chez Grasset.
Superfell a été gâché par Anaïs Isebaer, à la technique piétiné par YouTube Diego Lopez et foiré par Jean-Christophe Francis à la réalisation. Superfell.